Bonsoir, voyageurs. Quel plaisir de vous retrouver ce soir. Êtes-vous impatient pour cette nouvelle histoire? Oh, je l'espère bien. Celle que je vais vous conter sort quelque peu du cadre habituel que nous avions jusqu'à présent. Effectivement, nous y retrouverons des éléments familiers, mais nous n'avons encore jamais abordé le thème de la folie. Et croyez-moi, ce ne sera pas la seule fois. Comme je vous l'avais annoncé lors de notre dernière rencontre, nous allons parler d'un événement ayant touché une grande ville. Alors prenez place et mettez-vous à l'aise, car nous allons parler de la cité de la démence. Comme nous le faisons habituellement, repartons dans le passé, alors que débutait la guerre pour Gibraltar dans une contrée relativement proche de la vôtre, au sud-est, dans une grande ville du nom de Markshaft. Il s'agissait d'une cité grandiose, à l'architecture gothique, où résidaient de nombreux gens instruits. En somme, une ville calme et paisible où il faisait vraiment bon vivre. C'est donc dans ces lieux que nous retrouvons Dagmar, un professeur d'université d'une quarantaine d'années. Son domaine était la littérature. Autant vous dire qu'il passait parfois plus de temps dans ses livres qu'avec sa propre famille, aux grandes dames de celle-ci, instaurant même un climat de tension avec son épouse Lisa. Il était père de 2 enfants, le premier, Gustave, âgé de 8 ans, et la seconde, Anne, quant à elle, de 6 ans. Les conflits du couple tournaient principalement autour du fait que notre homme ne passait que peu de temps avec eux. Sa passion pour les livres avait pris le pas sur sa famille, et elle n'était pas des moindres, car Dagmar avait un attrait tout particulier pour l'occulte. Il était même membre d'une importante secte locale, réalisant régulièrement des rituels aux objectifs divers, mais aux résultats, disons, relativement infructueux. Oh. Enfin, cela ne les empêchait pas de continuer. C'est justement suite à l'une de ces tentatives que le professeur rentra chez lui, particulièrement déçu de celle-ci. Autant vous dire qu'il n'était pas dans le meilleur état d'esprit pour faire face à la lassitude de son épouse. Lorsqu'il fut de retour, ses enfants étaient déjà au lit, mais Lisa, elle, était toujours debout, excédée par ses soirées d'absence. Le ton monta vite entre les deux, et notre chère Dagmar décida de repartir à l'université plutôt que de poursuivre la dispute. Cela enragea davantage sa femme, mais pour l'heure, ça lui importait peu. Il parcourut alors les rues de la ville, dans l'autre sens. Malgré l'heure tardive, il y avait encore un certain nombre de personnes s'y promenant. Il faut dire que les marches nocturnes dans la cité étaient particulièrement agréables. Tous flânaient paisiblement, alors que le professeur, lui, avançait d'un pas hâtif. C'en était à croire qu'il était en retard pour l'un de ses cours. Lorsqu'il arriva, il s'enferma dans son bureau afin de reprendre l'étude du vieil ouvrage que la secte tentait en vain d'exploiter. L'origine de celui-ci était incertaine, et sa traduction délicate car rédigée dans un étrange mélange de dialectes antiques. Il semblait même primitif, comme s'il s'agissait du langage d'origine qui aurait ensuite donné les autres qui semblaient y figurer.
Certains mots différaient légèrement de ceux étant connus, tandis que d'autres avaient une signification différente en fonction du dialecte. La secte avait tout de même une théorie selon laquelle le manuscrit n'était pas antérieur aux civilisations dont ils avaient pu identifier le langage, mais d'un réel mélange de ceux-ci, afin d'en créer un à partir de rien, à part entière, à destination des seuls initiés. Celui-ci s'étant par la suite perdu avec le temps et les conquêtes sanglantes de l'histoire. Cependant, il n'avait aucun élément concret permettant d'affirmer cette hypothèse et de trancher la question. Était-ce réellement utile en dehors de la pure curiosité scientifique? Pas vraiment. Habituellement, il s'agissait du professeur Augustus, en sa qualité de linguiste, qui s'occupait du livre. Mais Dagmar avait souhaité l'étudier de son côté. Ses connaissances linguistiques étaient relativement limitées en comparaison de celles de son confrère, mais cela allait peut-être lui permettre une autre approche. Il se plongea alors dans l'ouvrage ainsi que dans les notes d'Augustus, et se trouva rapidement face à une phrase sur laquelle ce dernier paraissait exprimer une certaine difficulté. L'un des mots semblait en mélanger d'autres, totalement différents, et la tournure même de la phrase n'était pas cohérente. Les mots d'origine semblaient être cœur et entrée, ou porte, mais Augustus n'avait pas pu en tirer de réelle traduction et dire à quoi cela pouvait bien faire référence. Le professeur se mit alors à réfléchir. Il analysa le reste de la phrase ainsi que celui du texte et put s'apercevoir que le mot cœur revenait souvent. Il semblait faire référence à un artefact ancien sur lequel la secte avait pu mettre la main. Une grosse pierre noire couverte de sillons taillés semblables à des veines. Probable raison de son appellation. Le mot rapportant à une porte devait certainement faire référence à un des points précis de la pierre. Celle-ci étant restée dans la salle de cérémonie, Dagmar s'y rendit, le livre et les notes sous le bras, afin de l'examiner de plus près. Une fois qu'il s'y trouva, il laissa son regard se promener sur la surface de la roche pendant une bonne dizaine de minutes, jusqu'à ce que quelque chose l'interpelle. Sur l'un des côtés de l'artefact se trouvaient 4 cavités bouchées par une agglomération de mousse verdâtre. Il prit alors la chose comme s'il était face à un cœur fossilisé, bien que celui-ci ne ressemblait en rien à celui d'un homme. Il se reporta sur les notes, et avec cette nouvelle interprétation, un nouveau sens lui apparut. Il était fait mention d'un fluide de vie devant couler dans la porte du cœur. Il prit l'un des couteaux rituels et se tailla l'index. Ensuite, il commença à psalmodier tout en insérant son doigt dans l'un des trous. Lorsque celui-ci pénétra la mousse, il fut soudainement pris d'une sensation de vertige très intense et cessa ses murmures impies. Il eut une sensation de transe qui débuta, mais l'incantation ayant été stoppée, elle fut bien éphémère. En revenant à lui, il eut un mouvement de recul instinctif et en regardant son doigt, il put constater que la blessure était désormais entourée de vénules noires, comme une infection. Son regard glissa alors vers la roche et le spectacle qui s'offrit à lui manqua de lui faire perdre connaissance. Un étrange système veineux noir, semblable à de la moisissure, sortait des orifices et s'était répandu sur le piédestal, telle une obscure infection se propageant dans la réalité. Les veines étaient parcourues de petites pulsations, comme si un réel cœur battait à l'intérieur de l'artefact. Un profond sentiment d'effroi saisit Dagmar qui quitta précipitamment la salle. Il courut à toute hâte dans les couloirs vides de l'université, espérant la quitter au plus vite. Mais il était pris d'une autre sensation, bien étrange, qui semblait le ralentir. Il avait la sensation
d'être retenu par des mains invisibles, accompagné par une envie insidieuse, celle de faire demi-tour et de s'offrir à la roche et sa moisissure. Par chance, la peur et le dégoût le retenaient. Il put donc poursuivre sa route et enfin quitter l'établissement. Une fois à l'extérieur, l'envie dont nous avons parlé précédemment s'estompa quelque peu, sans disparaître pour autant. Notre cher professeur voulut profiter de cela pour reprendre ses esprits, mais une nouvelle vision cauchemardesque s'imposa à lui, l'empêchant de le faire. En effet, le ciel était baigné d'une lueur rouge sang, donnant aux rues de Markshaft une ambiance morbide et apocalyptique. Au loin, des hurlements résonnaient avec un écho sinistre. Certains étaient empreints de terreur, et d'autres, quant à eux, étaient de nature démente. En entendant cette agitation environnante, Dagmar frissonna. Il prenait conscience de l'erreur qu'il avait commise. Il ignorait ce qu'il avait provoqué, mais à cet instant, il ne lui faisait aucun doute qu'il allait le payer très cher. N'ayant d'autre choix, il commença à rentrer chez lui afin de retrouver sa famille et de lui faire quitter la ville. Tandis que ses pas battaient le pavé, il pouvait entendre de curieux sons en provenance des habitations. Des bruits de lutte, des cris de fureur, d'agonie, du verre brisé, des meubles renversés. Ah oui, visiblement il se passait bien des choses derrière les murs et les portes de Markshaft. Notre homme n'osait pas imaginer les scènes dont ses oreilles étaient les malheureuses témoins. Il savait que tout cela devait être d'une sauvagerie sans nom, et ça lui suffisait amplement. Il commença à accélérer le pas, mais cela ne l'empêcha pas d'entendre les horreurs environnantes. Il errait dans un stress constant. Par ailleurs, celui-ci ne put que s'accroître lorsqu'il croisa enfin quelqu'un au bout de longues minutes de solitude. Une rencontre fortuite qu'il aurait préféré éviter. Dans ce contexte, c'était compréhensible. La personne face à lui tourna lentement la tête dans sa direction, dévoilant ainsi un homme à l'air dément, les yeux injectés de sang et le corps pris de légers spasmes incontrôlés. Il émettait des faibles grognements gutturaux, s'intensifiant à la vue du professeur. Celui-ci commença à reculer d'un pas hésitant, mais l'homme fit également un pas vers lui. En voyant cela, Dagmar s'arrêta net, paralysé par la peur. L'homme, quant à lui, se braqua et commença à hurler. Un hurlement terrible, sauvage et empreint de folie. C'était comme s'il s'apprêtait à bondir sur lui, mais juste avant qu'il ne le fasse, l'une des portes d'entrée se trouvant entre eux s'ouvrit à la volée, laissant passer le corps d'une femme qui retomba lourdement sur le pavé du trottoir. Le regard du démon descendit vers celle-ci, et lorsqu'il eut l'un de ses bras parcouru d'un spasme, il se jeta dessus en poussant des hurlements bestiaux plus glaçants que tous les autres, avant de prendre la tête de sa pauvre victime et de la frapper contre le pavé à de multiples reprises avec une énergie féroce. N'écoutant que son instinct de survie, le professeur profita de l'occasion pour fuir en se faufilant dans une rue adjacente. Il n'était pas un combattant. En temps normal, dans un combat à la loyale, il n'aurait déjà pas fait long feu, mais face à des êtres déchaînés tels que celui-ci, totalement désinhibés, guidés uniquement par la violence, ses chances de survie étaient nulles. Il marchait d'un pas si hâtif qu'il put sentir une douleur lui tordre les mollets. Cependant, il était bien déterminé à s'en éloigner le plus possible. La scène d'horreur qu'il venait de quitter l'avait profondément marqué, et qu'importe la souffrance qu'il pouvait ressentir, lorsqu'il estima avoir mis suffisamment de distance, il put enfin se reposer.
Il jeta un coup d'œil derrière lui afin de vérifier que le démon ne l'avait pas suivi, et par chance, ce ne fut pas le cas. Il en profita alors pour faire une pause. Il reprit son souffle en se massant les mollets, mais il ne put rien faire pour empêcher ses oreilles d'entendre les lamentations mêlées aux cris de folie qui l'entouraient. Il essaya néanmoins d'en faire abstraction le plus possible afin de pouvoir se repérer dans la cité dont les rues semblaient être désormais tentaculaires. Les pierres illuminées par la lueur écarlate du ciel nocturne dégageant dès lors l'empreinte de la folie qui avait pris Mark Shaft. Soudain, quelqu'un se mit à tambouriner à une porte voisine, ce qui ne manqua pas de faire sursauter notre homme, l'interrompant dans son repérage. Inutile de vous dire qu'il n'avait absolument aucune envie de se retrouver à nouveau face à l'une de ces personnes possédées par la démence. Il s'empressa donc de déguerpir, s'enfonçant au hasard dans les profondeurs de la ville. D'habitude, il la connaissait si bien, mais en cette sinistre nuit, il ne prêtait pas attention au chemin qu'il prenait, bien trop occupé à surveiller les portes et les angles obscurs. Tandis qu'il avançait, il put entendre la tonalité des hurlements changer. Ils étaient moins étouffés. Peu à peu, les habitants déversèrent leur folie dans les rues. Oh oui, un chaos innommable s'annonçait. Dagmar accéléra le pas davantage, et en arrivant à un carrefour, il s'arrêta à l'angle d'un bâtiment et put voir des scènes de lutte sauvage dans les rues adjacentes. Ceux qui étaient voisins quelques heures auparavant étaient dès lors en train de se massacrer dans un déferlement de violence sans pareil. Ces gens d'habitude si éduqués et distingués n'étaient plus que des bêtes déchaînées. Il n'y avait pas de mots pour qualifier ce que ces pauvres âmes étaient devenues. Le professeur était sidéré. Il n'avait jamais vu quelque chose de pareil. Et jamais il n'aurait pu penser que le rituel que lui et la secte cherchaient à mener aurait pu conduire à de tels événements. Il regarda autour de lui, et cela lui permit de comprendre qu'il n'était pas très loin de chez lui. Ses pensées se recentrèrent alors sur le fait de retrouver sa famille. Il s'engagea dans l'une des rues au pas de course, profitant du chaos ambiant pour passer inaperçu et naviguer entre les combats jusqu'à sa demeure. Une fois qu'il put y parvenir, il ferma rapidement la porte à double tour et appela sa femme. Mais la réponse qu'il reçut était précisément celle qu'il redoutait tant. Un cri bestial, et aucun doute possible, c'était bien la voix de Lisa. Celle-ci dévala les escaliers dans un vacarme assourdissant avant d'enfin se retrouver face à son mari. Comme tous les autres, elle avait cédé à la folie. En voyant Dagmar, elle poussa un nouveau hurlement, mais venant de son épouse, celui-ci lui parut plus terrifiant que tous les autres, lui glaçant le sang au plus profond de ses veines. La pauvre femme était couverte de sang, ce qui la rendait encore plus terrifiante. Notre cher professeur eut la chair de poule la plus désagréable qu'il n'ait jamais connue. Celle qu'il avait aimée durant tant d'années allait devenir sa fossoyeuse, et ce ne fut qu'à cet instant, alors que la faim lui tendait les bras, qu'il se rendit compte qu'il avait laissé sa passion pour l'occulte occulter son amour pour elle, et l'avait empêché de lui donner l'attention qu'elle avait pourtant méritée. Il regrettait amèrement d'avoir fui ce soir plutôt que de l'écouter. Ah oui, s'il avait accepté d'admettre son erreur, son comportement, rien de tout cela ne serait arrivé. Au regret se mêla alors la culpabilité. Ses sentiments lui donnèrent la conviction que le sort qu'elle allait lui réserver était amplement mérité.
Il ne put pourtant pas s'empêcher de la supplier en tendant les bras vers elle, les larmes coulant sur ses joues. Mais Lisa avança vers lui d'un pas rapide et saccadé. Pourtant, une fois devant son mari, elle s'arrêta. Ce dernier n'en crut pas ses yeux. Elle se tenait là, face à lui, comme hypnotisée par l'une de ses mains. Elle hochait lentement la tête de gauche à droite, puis inversement, comme une chouette curieuse. Enfin, leurs regards se croisèrent et ce court instant glaça le sang du professeur. La folie qu'il put voir dans le fond des yeux de sa femme le terrifia et le marqua jusqu'à la fin de sa vie. Lisa poussa un nouveau hurlement perçant qui fit vibrer les tympans du pauvre homme, avant de le plaquer contre le mur afin de libérer le passage et de passer au travers de la porte d'entrée. Ensuite, elle disparut dans les rues de la cité rougeoyante, laissant Dagmar seule dans leur maison. Son cœur battait si fort qu'il en souffrait, mais la douleur n'était rien en comparaison de la culpabilité qu'il ressentait. Il ignorait pourquoi sa femme l'avait épargné, et lorsqu'il repassa la scène dans sa tête, il se rappela du regard intrigué qu'elle avait eu envers l'une de ses mains. Il se mit donc à l'examiner, et il ne lui fallut que peu de temps pour comprendre que ce qu'elle avait observé avec tant d'intérêt était la coupure à son doigt. Celle-ci était toujours entourée de vénules noirâtres, mais ces dernières ne semblaient pas s'être développées davantage. Il lui parut évident que c'était à cela qu'il devait son salut, bien qu'il ignorait pourquoi. Les questions se mirent à fuser en son esprit, et une en particulier le ramena brusquement à la réalité. Anne et Gustave avaient-ils succombé à la folie? Oubliant tout le reste, il se releva d'un bond afin de se rendre le plus rapidement possible dans leur chambre. Ce qu'il y trouva... Je dois bien admettre que je suis quelque peu réticent à vous le décrire. Je pense que je ne peux que résumer en disant qu'aucun homme sain d'esprit n'aurait pu supporter la vision cruellement sanglante s'étant offerte au pauvre père de famille. Celui-ci s'effondra dans la mare de sang couvrant le plancher avant de prendre ce qu'il restait des enfants dans ses bras et de fondre en larmes. Il resta ainsi durant de longues minutes, laissant s'évader toutes les larmes de son corps. Il fut totalement incapable de bouger ou même de penser. Au terme d'un moment dont il ignorait la durée, il laissa les restes des enfants retomber au sol, puis il quitta la pièce en refermant la porte. Il se rendit alors dans le salon d'un pas traînant, puis il prit une bouteille de son meilleur whisky, se laissa tomber dans son canapé et se servit un grand verre dont il but la moitié en une seule gorgée. Son regard était vide, son âme l'était également. Il avait perdu toute envie de vivre. Durant un court instant, il songea retourner dans les rues afin de se laisser massacrer par ses anciens voisins. Mais à peine eut-il cette pensée que l'envie de retourner s'offrir à l'artefact le reprit. Il ne lutta pas. Dagmar termina donc son verre, puis il retourna dans les rues. Le chaos ambiant s'était atténué. Les habitants s'étaient entretués avec tant de sauvagerie que les pavés étaient devenus aussi rouges que le ciel. Avec tous ces corps défigurés, écrasés, écartelés, la ville avait dès lors l'apparence d'une peinture morbide tout droit sortie de l'esprit torturé d'un artiste dément. Il marchait parmi les corps d'un pas traînant, mais sûr de sa destination. Il ne prenait pas la peine d'attarder son regard sur les macabres scènes l'entourant. Avec un tel carnage, il était évident que les démons étaient bien moins nombreux, et cette décroissance n'allait cesser de se poursuivre jusqu'à l'extinction totale des habitants de Markshaft. Sur sa route,
le professeur croisa quelques-uns des survivants dont il put en reconnaître certains, sans aucun mal. Ces rencontres lui serrèrent le cœur davantage. Tout ceci était de sa faute. Il devait payer pour ça. Lorsqu'il les croisait, il montrait sa blessure, ce qui lui permit d'arriver jusqu'à l'université sans difficulté, car étrangement, à la vision de ces Vénus noirâtres, aucun démon n'osait l'attaquer. Une fois devant l'édifice, il se sentit écrasé par l'atmosphère lugubre qui s'en dégageait. La lueur rouge du ciel se reflétait sur les fenêtres, donnant la nette impression que le rituel impie que Dagmar avait engagé ne s'était pas achevé. Ce qui, bien sûr, était le cas. Il entra par la même porte qui lui avait servi d'échappatoire plus tôt dans la soirée. Il retraversa le couloir jusqu'à la salle de cérémonie, et en y entrant, il fut pris d'un haut-le-cœur des plus désagréables. Le piédestal avec l'artefact était toujours au centre de la pièce. L'étrange moisissure noire également, mais celle-ci s'était propagée dans une grande partie de la pièce. À peine notre homme était-il entré que des murmures insidieux envahirent son esprit. Il ne lui fit aucun doute qu'il s'exprimait dans la langue antique retranscrite dans le livre. Étrangement, il pouvait les comprendre. Il l'appelait, l'invitait à s'approcher. De façon automatique, il commença à murmurer, reprenant ainsi le rituel qu'il avait arrêté. Il s'approcha lentement du petit hôtel, et lorsqu'il marcha sur la moisissure noire, celle-ci commença à s'accrocher à lui, se propageant lentement sur ses jambes. Dagmar s'arrêta devant la pierre et prit la dague afin d'offrir plus de sang, mais lorsqu'il regarda sa main, il revint subitement à lui. En effet, celui de ses enfants n'était pas encore totalement sec. Il put alors revoir la scène sous ses yeux, imaginant tous les scénarios qui avaient pu se produire dans cette chambre. Il sentit la peine prendre son cœur, mais également la colère. C'était sa passion pour ce petit rocher qui avait conduit à leur mort aussi sauvage. Donc, guidé par ses émotions, il poussa un hurlement de rage, puis il enfonça la lame cérémonielle dans la cavité où il avait placé son doigt et commença à faire des va-et-vient frénétiques. Tandis que l'acier entrait et sortait de la mousse, un liquide chaud et épais similaire à du sang, mais de couleur noire, gicla, éclaboussant le pauvre homme qui ne pouvait plus s'arrêter. Sa frénésie ne faisait que grandir et d'un seul coup, il prit la grosse pierre et la jeta de toutes ses forces contre l'un des piliers de la salle. Lors du choc, celle-ci se fendit et en retombant au sol, elle s'ouvra en deux, laissant ainsi son contenu apparaître à l'air libre. Sans surprise, il s'agissait de la mousse noire. Le liquide épais en coulait abondamment, se répandant sur le sol, tandis que l'amas mousseux tremblait, comme s'il était à l'agonie, pris de ses dernières convulsions, les derniers battements du cœur, avant de complètement s'immobiliser. Une fois qu'il fut inerte, la moisissure au sol se dessécha et les murmures cessèrent. Dagmar prit un instant pour reprendre ses esprits, puis il quitta l'université. Une fois à l'extérieur, il put voir que le ciel avait perdu sa couleur sanglante, remplacée par la douce lueur orangée de l'aube, celle-ci baignant désormais le massacre nocturne qui avait eu lieu. C'était une scène bien étrange. Le calme était revenu, les cris avaient cessé. Il contempla l'étendue du carnage, bien conscient qu'il en était entièrement responsable, puis il tomba à genoux, pris d'un fou rire dément. Il ne fallut pas longtemps pour que le massacre de Markshaft soit découvert. Les autorités ne purent dénombrer qu'une petite dizaine de survivants,
dont le professeur lui-même. Bien qu'ils ne faisaient plus preuve de sauvagerie, ils avaient tous, sans exception, cédé à la folie. Ils furent tous emmenés et enfermés dans l'asile d'une ville voisine. Jamais les autorités ne surent ce qui était arrivé durant cette nuit funeste. Aucun des survivants ne fut capable de prononcer une phrase cohérente, tous parlant étrangement de scènes violentes qu'ils avaient vécues, d'êtres étranges à la peau grise et leur donnant des ordres, dont un en particulier qu'ils furent totalement incapables de décrire. Dagmar, lui, n'avait jamais pu dire la moindre phrase cohérente, mais il était le seul à ne pas parler de ces êtres. Dès lors, il se contentait de passer ses journées dans sa cellule, à fixer le plafond en murmurant dans une langue étrange, mais parfois on pouvait l'entendre souffler les noms de ses enfants avant de fondre en larmes. L'affaire de Markshaft fut étouffée, et la ville devint une cité fantôme sombrant très vite dans l'oubli. Aujourd'hui, il ne reste plus que des ruines dans une forêt vierge ayant recouvert les traces du massacre. La réputation de celle-ci est d'ailleurs sinistre. Seuls les plus téméraires osant s'y aventurer, mais bien souvent revenant tout effrayés et regrettant cette même témérité. Alors, voyageurs, cette histoire vous a-t-elle plu? J'ose espérer qu'elle ne vous aura pas trop perturbé. Je ne voudrais pas vous faire sombrer dans la folie. Pour notre prochaine entrevue, nous reparlerons de l'univers de nos contes en retournant dans une petite ville où un écrivain espéra trouver l'inspiration. Oh, j'espère que vous voyez de quoi je veux parler. À très bientôt, voyageurs. Prenez soin de vous, car l'épouvantail aura toujours une histoire.